Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio dans La Planète Demain, l'émission qui met à l'honneur l'écologie positive. Dans la seconde partie de cette émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Benjamin Danzer, directeur de la société Zendur, mais vous le direz certainement mieux que moi et on vous entendra dans ce sens-là, qui est en fait une solution plug and play de stockage d'énergie solaire. Mais tout de suite, nous avons l'honneur de recevoir Théophile Belloir, directeur d'altitude chez AXA Climate. Bonjour Théophile. Bonjour Christophe, merci pour l'invitation. Avec plaisir. AXA Climate fournit à divers secteurs des outils performants pour relever les défis du changement climatique et prendre les mesures d'adaptation nécessaires. C'est un accélérateur de la transition vers une économie régénérative. AXA Climate lance d'ailleurs Altitude, une nouvelle plateforme au service de l'adaptation au changement climatique des entreprises et des acteurs industriels. Cette plateforme innovante est destinée à mesurer les impacts des risques climatiques. Pour ceux qui ne connaissent pas encore AXA Climate, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre mission ? Tout à fait. AXA Climate, donc on est une filiale du groupe AXA. On a une mission qui est l'adaptation climatique et environnementale des acteurs privés et publics. Et on fait ça à travers 4 métiers différents, mais très complémentaires. Un métier de formation, un métier de conseil, un métier d'assureur avec de l'assurance paramétrique. Et enfin, en développant des logiciels, baptisés Altitude, vous avez commencé à les introduire. Alors, pouvez-vous justement, à propos d'Altitude, nous donner quelques détails sur cette nouvelle plateforme ? Tout à fait. Altitude, c'est donc une solution innovante, c'est une plateforme en ligne qui s'ancre sur la science, sur des données scientifiques. On est, au départ, AXA est un assureur, donc on sait modéliser finalement un risque d'inondation, un risque de feu de forêt. Et ce qu'on cherche à faire, c'est apporter cette connaissance pour faire autre chose, pour anticiper les risques climatiques. Très concrètement, c'est des entreprises qui, en moins de 3 minutes, sont capables de connaître pour l'ensemble de leurs sites, partout dans le monde, à la fois sur leur site et leurs opérations, quels sont les risques aujourd'hui, demain, en 2030, en 2050, pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions pour s'adapter au changement climatique. Alors chez AXA Climate, vous travaillez avec des entreprises industrielles depuis longtemps autour d'activités de conseil et de formation, vous venez de le dire. Cette plateforme va-t-elle renforcer votre offre d'accompagnement dans votre démarche et vers l'adaptation climatique ? Tout à fait. La plateforme, elle a un objectif et c'est une des façons qu'on a d'innover finalement à travers cette plateforme, c'est de rendre autonomes les entreprises dans ce sujet de prise en compte, de mesure du risque, de quantification du risque. Aujourd'hui, ce qu'on faisait déjà en fait depuis plusieurs années à travers des offres de conseil, on vient vraiment le simplifier, l'automatiser finalement avec cette plateforme. Très concrètement, pour une entreprise, c'est, je le disais tout à l'heure, moins de 3 minutes, je sais quels sont mes risques, pourquoi, à quel endroit et quel est l'impact finalement financier de ce risque. Et donc, je vais pouvoir passer tout mon temps, toute ma ressource, le consacrer à très bien. Et concrètement, qu'est-ce que j'en fais de cette information-là ? Comment je m'adapte ? Comment je construis différemment ? Comment je me source ailleurs ? Comment je produis avec d'autres, peut-être moins d'eau, moins d'énergie et ainsi de suite. Alors cette plateforme Altitude, vous l'avez créée sans doute avec quelques partenaires ou acteurs, en tout cas autour de AXA. Quels sont-ils ? Alors effectivement, comme on avait à cœur de vraiment coller à la réalité des entreprises, à la réalité des personnes en entreprise qui portent ce sujet d'adaptation au changement climatique, on a travaillé avec plus d'une vingtaine de bêta-testeurs. Alors, certaines grandes entreprises, des Michelin, Forvia, Bouygues qu'on connaît, aussi des plus petites, des acteurs du tourisme, des campings, du transport, des télécoms, pour vraiment justement faire challenger chaque bouton, chaque écran, chaque prototype, chaque maquette, pour s'assurer de c'est compréhensible en fait et je sais ce que je vais en faire, ça répond vraiment à un besoin, ça va m'aider à faire quelque chose de très concret, de très utile, parce que c'est ça un petit peu l'enjeu, si vous voulez, de la plateforme Altitude, c'est comment est-ce qu'on met en action, comment est-ce qu'on donne aussi envie aux gens de s'adapter, comment est-ce qu'on permet à des équipes en centrale dans une grande entreprise et à des équipes en local sur le terrain, à un directeur d'usine, de comprendre très concrètement à quoi ça va ressembler le changement climatique et du coup qu'est-ce que je peux faire de cette information. Alors cette plateforme, elle a l'air très simple à utiliser, mais quelles sont les étapes pour qu'une entreprise puisse l'utiliser de façon efficace ? Alors très concrètement, une entreprise, pour faire tourner finalement la plateforme, le modèle, on a besoin de 2 informations. La première, c'est la typologie du site. Est-ce qu'on parle d'un studio de radio ? Est-ce qu'on parle d'un immeuble de bureau, d'une usine ou d'un entrepôt logistique ? Et on a besoin de son adresse.
Et c'est avec ces deux informations-là, et uniquement ces deux informations-là, donc facilement accessibles, que derrière, on est capable de dire voilà l'ensemble des risques sur votre portefeuille, voilà tous vos sites, ceux qui sont très à risque. Pourquoi ? Parce que demain, on a des vagues de chaleur qui vont passer de 3 jours par an à 15 jours, 3 semaines ou 4 semaines par an peut-être, au-dessus de certains seuils critiques. Et donc, vous devez dès à présent anticiper et potentiellement choisir de changer, que ce soit des enjeux d'adapter des horaires, d'adapter des pratiques ou investir dans de l'isolation, de la végétation et ainsi de suite. Altitude répond-elle parfaitement aux besoins stratégiques des entreprises qui sont confrontées aux risques climatiques dans le cadre de leurs activités quotidiennes? Et si oui, pour quelles raisons ? Le fait de prendre en compte le risque climatique, c'est vraiment de comprendre, c'est qu'il y a deux enjeux quand on parle d'une entreprise et du climat. Il y a la façon dont une entreprise impacte le climat, c'est les émissions de CO2, nous en entendons régulièrement parler, mais il y a aussi tout le sujet de se dire le climat va impacter mon entreprise. Et donc dès le moment où je commence à mesurer ce risque, à comprendre si demain il y a des inondations centenales qui vont se produire tous les 70 ou tous les 80 ans, dès que je sais quels sont les niveaux de température futurs, est-ce qu'il y a des risques de sécheresse et donc d'interruption de ma production demain parce que je ne pourrai plus consommer de l'eau pour faire tourner mon usine, forcément je deviens plus résilient, et ça c'est un enjeu stratégique en termes de positionnement par rapport à la concurrence. C'est un enjeu également de résilience pour toutes les discussions qu'une entreprise peut avoir avec leurs investisseurs, avec leurs créanciers. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. C'est aussi un enjeu extrêmement important de santé et de sécurité au travail pour les collaborateurs. C'est un enjeu pour détecter des nouveaux marchés. Si on prend un exemple classique, mais on travaille avec certains acteurs du tourisme. Demain, les hôtels en bord de mer ou les hôtels dans les stations de ski à la montagne, forcément, on ne peut pas faire l'économie finalement de regarder à quoi ressemblera le climat dans 10 ans ou dans 20 ans si on veut prendre les bonnes décisions stratégiques. Alors cette plateforme, elle semble être un outil performant, mais est-elle également un atout pour le développement de nouveaux actifs ou les opérations de fusion-acquisition ? Tout à fait. La plateforme Altitude, là dont on parle, et elle est nouvelle, c'est une déclinaison finalement pour les entreprises industrielles. C'est ça qui est nouveau dans cette plateforme. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec une autre version de cette plateforme qui était à destination des investisseurs directement, parce que c'est un sujet qui par la force des choses et aussi par la réglementation, a touché le secteur financier en premier. Aujourd'hui, dans n'importe quel enjeu et décision de fusion-acquisition, l'enjeu stratégique, il est énorme. Les montants investis sont importants. Ça va souvent de pair avec ouvrir une nouvelle géographie, tenter de toucher un nouveau marché ou acquérir de la capacité de produire un produit qu'on ne faisait pas auparavant. Et donc, forcément, le fait d'utiliser Altitude, il suffira pas d'utiliser Altitude, mais en tous les cas, ce sera le meilleur moyen pour être sûr que la question du climat et des risques liés au changement climatique soit bien intégrée dans l'équation globale, finalement, de la décision. Alors justement, dans ce cadre-là, face à l'augmentation des aléas climatiques en intensité et en probabilité, les entreprises doivent adapter à la fois les bâtiments, les procédés de production, la gestion des sites. Altitude décrit-elle aussi les impacts potentiels ? Tout à fait. On a un vrai enjeu dans la plateforme, c'est qu'on ne veut pas s'arrêter à vous dire attention, vous allez avoir 3 semaines de vagues de chaleur, attention, vous allez être inondé. Si je vous dis ça, vous allez me dire très bien, mais qu'est-ce que j'en fais de cette information-là ? Et on a besoin d'aller beaucoup plus loin, on a besoin de rendre ça actionnable, et une des façons dont on le fait dans la plateforme, c'est en allant proposer tout un catalogue de mesures d'adaptation pour dire face à votre vague de chaleur, vous pourriez utiliser telle ou telle mesure, vous pourriez changer votre process, vous pourriez utiliser de la végétation sur le toit. Et quand on liste ces mesures, en fait, on vient aussi noter toutes les externalités positives. Si demain je végétalise mon toit, je peux aussi m'en servir pour faire de la récupération d'eau de pluie, je peux aussi m'en servir pour faire retourner de la biodiversité. Et systématiquement, au-delà de ces externalités, on va même préciser et donner des exemples d'entreprises qui l'ont fait. De dire, Walmart par exemple, ils ont peint le plafond, le toit de tous leurs magasin en blanc, voilà la quantité d'électricité qu'ils ont économisée pour des besoins de refroidissement, voilà tout ce qu'ils ont observé, à la fois les retours d'expérience positifs, négatifs. Et je pense que c'est assez important d'avoir ce partage de retours d'expérience finalement sur les bonnes mesures d'adaptation, celles qui ont marché. C'est ce qui nous évitera de faire de la maladaptation sinon. Comment cette plateforme Altitude analyse-t-elle les risques sur toute la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise ? La plus grande difficulté, ça va vraiment être pour les entreprises elles-mêmes de connaître leur chaîne d'information. Nous, on a toujours leur chaîne d'approvisionnement, pardon. Nous, on a toujours besoin des 2 informations que je mentionnais au début, à savoir la typologie du site. Est-ce que je regarde une usine de production, un champ de production de matières agricoles? Est-ce que je regarde une centrale électrique et sa localisation?
plus on est fin sur l'adresse, évidemment, mieux les résultats vont être actionnables et pertinents. Maintenant, on est aussi capable de faire des analyses au niveau pays. Donc, si je sais que je me source sur telle ou telle matière première en bois, en caoutchouc, dans un pays ou dans un autre, j'aurai déjà un premier niveau d'analyse. Mais c'est vraiment cet enjeu de cartographie et de connaissance, finalement, de sa chaîne de valeur qui va permettre d'aller plus loin. Alors, si on se base sur la nouvelle réglementation européenne, notamment la directive CSRD, qui impose des exigences accrues en matière de reporting extra-financier, comment Altitude aide-t-elle les entreprises à répondre à ces nouvelles obligations ? La difficulté pour les entreprises dans ces obligations, c'est vraiment un enjeu de publier énormément d'informations et donc notamment la façon dont le climat va les impacter. Ces informations-là, c'est pas tellement que les entreprises veulent pas le publier, c'est qu'au départ, elles n'ont pas forcément connaissance de ces infos. Et donc Altitude va vraiment les aider à demain comprendre, à s'approprier, à pouvoir quantifier ces risques et du coup aussi à pouvoir quantifier ce qu'elles font déjà pour être plus résilientes face à ces risques, parce qu'il y a déjà plein d'initiatives évidemment, et pouvoir le consolider. Et donc c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire, et donc apporter de la connaissance, de la transparence, et puis essayer en fait d'utiliser je veux dire pas de prétexte, mais l'occasion de la publication réglementaire comme étant une opportunité, un levier potentiellement pour faire quelque chose avec un peu plus d'enjeux stratégiques. Et à quand la création d'une plateforme dédiée au grand public ? Alors, il existe plusieurs outils sur Internet et c'est une bonne question. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de diffuser. Alors, on a plusieurs canaux et plusieurs partenariats qui nous permettent de toucher les patrons aussi de très petites entreprises un peu partout sur le territoire. Il existe aussi des plateformes comme Géorisque, plateforme gouvernementale, pour justement permettre à chacun de connaître son risque. Voilà, la prévention, c'est le premier enjeu, c'est le premier élément pour vraiment mettre en mouvement les acteurs là-dessus. Donc, en résumé, on peut dire que Altitude, la plateforme Altitude d'AXA Climate, renforce son engagement en faveur d'un avenir durable et résilient pour toutes les entreprises, n'est-ce pas ? Tout à fait. Merci Christophe, c'est un bon résumé. Merci Théophile Belloir, directeur d'Altitude chez AXA Climate. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thibaut, le French Trotter. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Nous voici de retour dans la planète demain sur Sud Radio en compagnie de Thibaut qui a visité pour nous un ensemble immobilier révolutionnaire situé sur une friche à Nanterre dans les Hauts-de-Seine près de Paris. Christophe, et je suis avec Laurence Desmazières, présidente d'Icawood, premier investisseur de ce programme qui va nous faire découvrir ce lieu. Alors quand et pourquoi il a été créé ? Ça part tout d'abord d'une vision en 2015, de se dire comment on peut réinventer l'immobilier et aligner l'immobilier sur les trajectoires en matière de décarbonation. L'origine de l'Arboretum, c'est de se dire comment faire le projet qui soit le plus bas carbone possible sur tout le cycle de vie de l'immeuble. Et je pense qu'aujourd'hui on y arrive, parce qu'on a inauguré avec le président Macron il y a quelques semaines le premier immeuble de ce grand campus de 125 000 m², projet qui aujourd'hui est probablement le plus bas carbone qui existe en France et probablement même, je pense, en Europe et dans le monde. On va le décrire, mais avant, quelles sont les solutions concrètes qui ont été trouvées pour justement réduire l'empreinte carbone ? On s'est concentré sur 2 volets. Premier volet, la construction. Comment on réduit l'empreinte carbone de ce qu'on construit. Et ça, c'est la genèse de WO2, qui est le promoteur immobilier qui a développé ce projet et qui travaille de façon très étroite avec Icawood, le fonds d'investissement dont je suis présidente. L'idée, c'était comment est-ce qu'on peut remplacer le béton par un matériau beaucoup moins émissif. Et c'est là que le bois lamellé, collé, croisé vient jouer son rôle. Donc Arboretum, c'est aujourd'hui le plus grand projet jamais construit en bois massif. Et donc le bois, lui, je vous parlais du béton, 400 kg de CO2 par mètre cube émis. Le bois, lui, il vient stocker 600 kg de CO2 par mètre cube. Donc vous avez en fait entre le matériau béton et le matériau bois à peu près 1 tonne de différence en matière d'empreinte carbone, ce qui est absolument colossal. On peut décrire, on est dans le hall d'accueil de Arboretum et déjà on voit ce bois, on a une impression de bien-être, je dirais. Alors vous avez raison, ce qu'on voulait c'était faire de l'écologie positive. Et l'écologie positive c'est quoi ? C'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à embarquer au quotidien les gens qui vont venir travailler ici tous les jours. Nous ce qu'on aime avec ce matériau bois, c'est que c'est un matériau qui est hyper chaleureux, hyper sensuel. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois que je visite un immeuble avec quelqu'un, le premier réflexe, c'est qu'on vient toucher le bois. On a envie de le toucher, effectivement. On a envie de le toucher. Voilà. Et vous n'auriez pas du tout cette envie avec du béton. On va aller visiter. Juste avant, on est en face d'une maquette. On se rend compte vraiment de l'emprise de cet Arboretum sur cette ancienne friche. Voilà, donc on a 5 bâtiments au total, 5 bâtiments de bureaux, plus 2 bâtiments qui sont des anciens bâtiments industriels
industriels, qui étaient des bâtiments de fabrication de pâte à papier. Voilà, qui sont un peu les témoins de cette époque révolue. Exactement, l'idée c'était de conserver la mémoire du site. Et puis aussi, c'est du béton qui a déjà émis le carbone. Et ce carbone, finalement, d'une certaine façon, a déjà été amorti. Et donc pérenniser et inscrire dans la durée ces bâtiments, c'est autant d'émissions carbone en moins. Vous me posiez la question des leviers pour réduire l'empreinte carbone. Il y a effectivement le bois massif pour remplacer le béton dans les immeubles qui ont été construits. Il y a conserver au maximum l'existant, réemployer ce qui peut l'être. Donc il y a eu un gros travail de recyclage, de réemploi de matériaux issus des anciennes papeteries. Et puis la présence des arbres. Exactement. Et puis, tout à fait, revégétaliser très fortement le site. Et puis après, on a aussi travaillé sur l'exploitation. Comment est-ce qu'on arrive à réduire l'empreinte carbone des immeubles une fois qu'ils seront occupés et une fois qu'on aura donc des gens qui travailleront dedans. Voilà, c'est une question que l'on abordera la semaine prochaine dans le cadre de la suite de cette visite. Merci Thibault, le rendez-vous est pris. On vous retrouve dimanche prochain donc pour la suite de cette visite. De retour dans le studio de Sud Radio où nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Benjamin Danser, représentant de la société Zendur, solution plug and play de stockage d'énergie solaire. Bonjour Benjamin. Bonjour Christophe. L'énergie solaire, c'est un atout majeur de la transition énergétique, mais quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'énergie. Zendur propose donc une solution, si j'ai bien compris, facilement adaptable aux panneaux solaires afin d'en tirer les meilleurs bénéfices. Lorsqu'on a des panneaux solaires sur son toit, que le soleil est très généreux, où va l'énergie produite non utilisée ? À l'heure actuelle, vous avez deux solutions possibles qui s'offrent à vous. Soit ça repart dans le réseau gratuitement, soit vous avez un contrat d'achat et de achat-revente. Vous produisez de l'énergie et c'est le fournisseur qui vous la rachète. À l'heure actuelle, à 13 centimes d'euros le kilowattheure. Alors expliquez-nous justement le plus simplement possible comment fonctionne votre solution de stockage qui fournit de l'électricité produite par des panneaux solaires. Écoutez, c'est très simple. On est sur une solution, en fait, on part d'un constat. Le stockage d'énergie a été un problème pour l'humanité depuis la nuit des temps. C'est-à-dire le chasseur-cueilleur, quand il avait sa nourriture, avait des problèmes de stockage d'énergie. La nourriture, c'est de l'énergie. Le feu, pour le maintenir et avoir chaud, c'était un problème aussi. Et à l'heure de l'électricité, c'est un problème, ou du moins c'était un problème, parce que Zendur s'y est attelé et a permis de sortir une solution prête à brancher chez soi, où tout un chacun peut venir déballer ses batteries, les mettre sur une prise, récupérer l'énergie photovoltaïque de la journée et restituer l'énergie qui est stockée sur les batteries le soir ou au moment le plus opportun, lors de jours pluvieux ou gris. Alors si je comprends bien, vous proposez donc de stocker le surplus d'énergie dans une batterie afin de le réutiliser quand bon vous semble, c'est bien cela ? Tout à fait. Alors je crois que les panneaux solaires ne fournissent pas directement de courant alternatif, on ne peut donc pas brancher directement nos appareils électriques dessus. Votre batterie de stockage permet-elle de convertir l'énergie photovoltaïque en courant alternatif, donc utilisable à tout moment par n'importe qui et notamment avec tous les appareils électriques de la maison ? Tout à fait, c'est le principe d'un micro-onduleur. Notre système intègre un micro-onduleur de 1200 watts, donc récupère l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques, la stocke en courant continu et la restitue dans la maison en courant alternatif. Et vu que c'est la première production qui est consommée, en fait, la maison, si elle a besoin d'énergie, ne va pas aller chercher à la centrale nucléaire, mais va chercher au niveau de la batterie, vu que c'est le plus proche. Et le système pourra alimenter la maison en fonction de ses besoins, avec une granularité assez fine, grâce à un compteur d'énergie qu'on mettra sur le tableau électrique et qui va informer le système Zendur de la consommation à 10 watts près. Alors les panneaux solaires ou photovoltaïques, c'est quoi la différence ? Vous pouvez me l'expliquer ou pas du tout ? Bien sûr, oui. Disons qu'un panneau solaire, dans le jargon courant, on va entendre panneau photovoltaïque, mais au final, un panneau solaire, à la base, servait à réchauffer de l'eau. D'accord. Donc alors, je repose ma question avec les panneaux photovoltaïques et leur raccordement ne sont pas simples à installer. En tout cas, il faut être un petit peu doué pour le faire ou en moins bricoleur. Il est préférable de les faire poser par des professionnels. Mais qu'en est-il de votre système de stockage ? Est-ce qu'il est facile à installer ?
Justement, très facile. Si on n'a pas le vertige et qu'on est un petit peu bricoleur et qu'on s'assure, on peut très bien installer ces panneaux soi-même. Donc il y a beaucoup de tutoriels sur Internet qui existent et relier directement les panneaux solaires, à la photovoltaïques, au système SolarFlow Hyper, il s'appelle comme ça, sans micro-onduleurs derrière les panneaux photovoltaïques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de modifications sur le tableau électrique, on n'a pas de lourdeur administrative, c'est du prêt à brancher, en fait. Alors, vous parlez d'onduleurs, de batteries. Est-ce que ce sont des objets encombrants? Et en tout cas, où est-ce qu'ils peuvent être installés dans la maison? Alors, non, justement, Zendur a fait un gros travail de design dessus. Sont des objets très compacts. Donc, une batterie va faire 20 cm sur 30 environ, sur 15 de profondeur. On va pouvoir empiler les batteries pour augmenter sa capacité de stockage. Et en fait, ce système-là, dès lors que vous avez une prise, que ce soit à l'intérieur, à la cave, au grenier, ou même à l'extérieur, près d'une grange, parce que les systèmes sont IP65, vous allez pouvoir utiliser ce système-là. Je rajoute aussi que les batteries ont été pensées pour être autochauffantes. Autochauffante. Alors justement, ça m'amène à une question. On arrive dans l'hiver. Enfin, on est dans l'hiver. Lorsque les températures passent en dessous de 0, généralement, les batteries dysfonctionnent et elles entraînent souvent des problèmes de diminution de capacité de stockage, de chargement et même de sécurité quelquefois. Comment réagit votre système de stockage? Justement, il a été conçu pour résister à des températures assez extrêmes par rapport aux batteries traditionnelles. Le système peut être utilisable jusqu'à moins 20 degrés, donc en extérieur, et jusqu'à plus 60 degrés en été. C'est du refroidissement passif en été et, comme je vous ai dit avant, autochauffante en hiver, pour pouvoir continuer à utiliser le système. Alors, on ne peut pas stocker l'électricité du réseau public quand elle est moins chère, par exemple, la nuit ? Justement, j'allais y venir. Donc ça, c'est un des gros avantages et on est les premiers à le proposer en solution plug and play, prête à poser de cette manière-là. Ça veut dire que si le soleil n'a pas suffi à recharger les batteries la journée pour restituer au moment le plus opportun, et typiquement en hiver ou dans les régions du Nord, on peut venir complémenter avec le réseau, c'est-à-dire qu'on peut recharger, c'est un système bidirectionnel, on peut recharger les batteries avec le réseau, par exemple en heure creuse, pour une restitution le lendemain en heure pleine. Ah oui, très bien, très bien. Alors votre solution permet aussi une optimisation des coûts de l'électricité. Tout à fait. Si bien, j'ai un exemple personnel justement où la personne se demandait, elle se posait la question, est-ce que ça vaut le coup que j'installe les panneaux photovoltaïques? Est-ce que je peux pas jouer juste là-dessus? Alors, lorsqu'on a une maison particulière, enfin une maison, on va dire, de 150 mètres carrés, combien faut-il installer de batteries pour alimenter toute cette maison et même stocker l'électricité non utilisée? Ça, ce sera du cas par cas, j'ai envie de dire, dans le sens où ça va dépendre de vos consommations, est-ce que vous chauffez à l'électricité, est-ce que vous avez une pompe à chaleur, est-ce que vous chauffez est-ce que vous chauffez au bois, tout ça, ça s'étudie. Et je serais ravi de pouvoir accompagner les gens. Mais on va dire, idéalement, sur une production de 2 kW crête, donc 2000 watts de panneaux sur le toit, voilà, commencer avec 4 kWh de batterie, donc 2 batteries de 2 kWh superposées, ce sera un bon début. Puis en fait, vous pouvez suivre votre consommation sur le téléphone, vous prenez au jeu, et puis dès que vous avez une respiration financière, vous pouvez rajouter une batterie. Et à ce moment, jusqu'à atteindre, si vous voulez, la suffisance, l'autosuffisance maximum de la maison. Alors, grâce à ces solutions de stockage, les économies sont-elles réellement significatives? Très significatives. Là, on est sur un retour sur investissement de 3 à 5 ans sur ce type de matériel, avec, si vous voulez les chiffres, une production de 2 kWh de panneaux photovoltaïques avec 4 kWh de batterie va vous permettre d'économiser dans les 600 € par an. Alors, une fois que vous avez votre système de batterie est installé, est-ce qu'on peut créer des plages horaires pour chaque jour ou complètement différentes de jour en jour, ou encore piloter la puissance de sortie souhaitée?
Tout à fait, le système est très modulable, donc il a été pensé en ce sens. Et il existe le mode rendez-vous dont vous avez fait part. Ça veut dire que je sais que quand je rentre à 18h du travail, je vais commencer à cuisiner, je vais allumer la machine à laver, donc je vais pouvoir fournir à la maison ce dont elle a besoin. Ceci dit, c'est bien que ça existe ce mode, mais actuellement il existe un compteur d'énergie qu'on va venir brancher sur le tableau électrique et qui va, comme je vous l'ai dit en début d'émission, envoyer vraiment la consommation de la maison au système. Ça veut dire, et Coco, le système, la maison a besoin, je ne sais pas, de 1200 watts, envoie-lui 1200 watts. Si, admettons, les panneaux photovoltaïques ne transmettent que 700 dans la maison, le système va venir complémenter, même en journée, pas forcément quand il fait nuit. Donc là, vous allez lisser vraiment votre consommation d'électricité jusqu'à tendre vers le zéro. Je dis bien tendre parce que du zéro absolu, malheureusement, ça n'existe pas. Donc un système innovant pour une économie de financière et aussi une écologie positive. Merci en tout cas Benjamin Danser de la société Zendur d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la planète demain sur Sud Radio, même heure et surtout même enthousiasme pour l'écologie positive. Bonne semaine. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.